aurait dû prendre des drapeaux. Ok, bienvenue tout le monde. Bienvenue à l'événement Dissection Jake and Dinos Chapman. Thanks for coming to Dissections Jake and Dinos Chapman. Je m'appelle Cheryl Sim, je suis commissaire à DHCR et pour l'exposition. Basically, we have a fantastic panel here who are going to help us unpack this exhibition a little bit. And the idea is really for us to start thinking about different aspects of the show and to feel free to have a discussion afterwards. Nous avons un panel très intéressant. Nous avons 4 personnes. Christine Tapolet qui est philosophe, Julia van der Donk qui est historienne de l'art et commissaire, Harvey Giesbrecht qui est médecin et psychanalyste, et Meredith Carruthers qui est artiste commissaire indépendante. So we really have a kind of wide spectrum of expertise to help tease out some of the themes that have been haunting and preoccupying us since having seen the exhibition. Avant de commencer, je veux remercier Canadian Art. This talk is co-presented with Canadian Art as part of the first ever Montreal Hop. So thanks a lot to Samara Astor and to Rick Rhodes for getting us involved in the Hop. We're really pleased to be a part of it. They asked me to mention a couple of things, which is that there is going to be a magazine launch at Dazibao at 7 p.m. So you're welcome to head up to De Gaspé to check that out. And then there will be a party. It's like the kind of like Montreal Hop party, right? Post Hop extravaganza, right? So that's in Mile End. So you should definitely, since you're going to be up there anyway, all the galleries are going to be open and it's going to be a party. So definitely continue on. Aussi, après cet événement, on aura une petite réception. Nous offrons un petit verre à vous si vous voulez rester et discuter encore. We're going to have a little reception here and offer a little, glass of wine if you want to stay and talk a little bit more about this show and other things contemporary art related or unrelated. Donc, pour ne plus tarder, je présente Christine Tapolet. Elle est professeure à l'Université de Montréal et aussi directrice du CRE, Centre de recherche et éthique. En éthique. En éthique. Et elle va parler de la question de l'émotion et la question du mal qui est au cœur de cette exposition. Christine. Merci bien. Tout d'abord, j'aimerais remercier Cheryl de m'avoir invitée à cette occasion. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je suis assez proche du micro, je crois. Je travaille en philosophie, en éthique, mais ça fait longtemps que j'ai un intérêt pour la philosophie de l'art, bien que ce n'est pas quelque chose que j'ai eu l'occasion de poursuivre. Donc ça me fait particulièrement plaisir de participer à cette table ronde. Le point de départ de ma réflexion, c'était en fait les réactions que j'ai eues en visitant l'exposition avec Cheryl il y a quelques semaines. Et ma propre réaction était plutôt une réaction négative au départ, une réaction d'horreur, de dégoût, des émotions négatives assez fortes, mais aussi, et c'est ça qui est troublant, d'amusement. Il y a ces traces d'ironie partout dans l'œuvre qui sont présentes, et la question que je me pose, c'est savoir ce que ça signifie. Quel est le rôle de l'humour, de l'ironie dans ce contexte ? Et qu'est-ce qu'on pourrait en conclure par rapport aux grandes questions qu'on se pose en philosophie, en éthique, au sujet du mal ? Alors, mes remarques vont être organisées en 2 temps. D'abord, j'aimerais faire quelques remarques sur la notion du mal dans le monde, dans la réalité, et des questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Et ensuite, j'aimerais faire le parallèle de ces questions, esquisser le parallèle de ces questions, non pas par rapport au mal réel, mais par rapport à la représentation du mal dans l'art, et plus particulièrement dans l'œuvre qui se trouve juste dans l'autre salle, The Sum of All Evil. Et donc, commençons par ces quelques remarques concernant le mal dans le monde, le mal réel.
C'est évident que nous sommes entourés de toutes sortes de maux, la souffrance, la maladie, la déchéance, la mort, la torture, les guerres, l'indifférence, la bêtise, la cruauté, c'est des choses qu'on rencontre partout. Il y a une distinction qui paraît utile entre le mal naturel ou les maux naturels, le genre de destruction qu'on peut avoir après un tremblement de terre, par exemple, et ce qu'on peut appeler le mal moral, les atrocités commises par des êtres humains, délibérément, par cruauté ou pour d'autres facteurs, raisons. Ces deux formes de mal soulèvent beaucoup de questions. Et les deux questions principales, qui sont en fait des questions qui sont liées étroitement entre elles, selon les réponses qu'on va donner à l'une des questions, on va être forcé à donner certaines réponses précises à l'autre question, sont les suivantes. Pourquoi le mal existe-t-il ? Pour rien, pour aucune raison, c'est un fait, ça c'est une réponse qu'on pourrait donner. Ou bien est-ce que c'est la faute à quelqu'un ? Est-ce qu'on pourrait cibler une personne comme étant responsable ? La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on devrait aborder le mal ? Quelle est la réaction qu'on devrait avoir à l'égard du mal ? Quelles sont les émotions qu'on devrait avoir à l'égard de ces choses qui nous entourent ? Et qu'est-ce qu'on devrait faire aussi par rapport au mal qui nous entoure ? Rien, ou essayer de changer le monde, changer les personnes. Alors ces questions-là, c'est des questions qui ont été traditionnellement abordées par les religions et dans un cadre théologique. La question prenait la forme suivante, c'est comment le mal peut-il exister si on présuppose l'existence d'un Dieu omnipuissant et bienveillant ? Ça paraît étonnant. Il aurait pu faire les choses un petit peu différemment, un petit peu mieux, en évitant tout ça. Est-ce que le mal serait une punition pour nos méfaits ? Une hypothèse possible. La question qui se pose alors, c'est de savoir pourquoi Dieu n'aurait pas pu éviter de nous créer comme des personnes maléfiques capables de faire le mal, puisqu'il est omnipuissant. Souvent, la réponse qu'on trouve, c'est que c'était la condition pour la liberté. Mais est-ce que c'est une si bonne réponse ? Ce débat-là, il est un peu désuet, en fait, parce qu'il part d'un présupposé qu'on ne partage plus, c'est-à-dire l'idée d'un Dieu omnipuissant et bienveillant. Il ne correspond pas tout à fait à l'image que suggèrent les frères Chapman de Dieu. Mais la question de savoir pourquoi le mal existe, c'est une question qui reste d'actualité. Et parmi les réponses contemporaines, plus plausibles, on peut en trouver une qui est assez attrayante, qui consiste à dire qu'il y a un certain nombre de personnes humaines, des êtres humains, qui ont simplement une nature maléfique. Ce sont des mauvaises personnes. C'est des gens qui sont portés par leur nature à faire le mal, aux pires atrocités, peut-être des psychopathes dont on sait qu'ils ont des défaillances au niveau du sens de la culpabilité et de l'empathie. Ils ne vont pas réagir de la même manière que les êtres normaux par rapport à des souffrances perçues. Ils n'ont pas les mêmes réactions négatives par rapport à ces souffrances. Alors, ça serait une réponse à la question de pourquoi le mal existe, qui serait assez plausible et qui aurait, qui pourrait nous rassurer, parce qu'on pourrait se dire c'est une minorité de personnes finalement qu'on peut cibler comme étant coupables, ces psychopathes ou ces êtres maléfiques, et on pourrait, essayer de restreindre le mal à partir de cette donnée-là. Donc ça serait une réponse assez rassurante en un certain sens. Mais malheureusement, ce n'est probablement pas la bonne réponse, et il y a différentes raisons pour penser que ce n'est pas la bonne réponse. Une des raisons, c'est que quand on pense à du mal à des échelles plus importantes, mal à grande échelle, comme par exemple l'Holocauste, il faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas simplement incriminer un certain nombre d'individus
supposément maléfiques, ayant des défaillances au niveau de certaines fonctions naturelles, semble que ce qu'il faut présupposer, c'est l'interaction d'un très grand nombre de personnes qui ont pour la plupart, peut-être pas tous, mais pour la plupart, des dispositions ordinaires. Et donc ça, c'est un problème par rapport à la thèse rassurante que j'ai esquissée. D'autre part, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un grand nombre d'expériences en psychologie sociale, dont certaines sont bien connues, qui tendent à montrer que le mal est plus répandu que le suggère l'hypothèse rassurante. Je pense par exemple aux expériences de Milgram, bien connues, sur lesquelles en fait on voit que la plupart d'entre nous sont capables de commettre des actes d'une cruauté extrême dans certains contextes ou certaines circonstances, des contextes d'autorité où quelqu'un vous dit « continuez avec l'expérience en ayant une blouse blanche », et ça suffit pour que les gens finalement, parfois à contre-cœur d'ailleurs, ça c'est un fait intéressant, sont d'accord d'infliger des électrochocs très pénibles. Quand on pense à la première version de cette expérience, tous les 40 sujets se sont rendus au seuil d'électrochocs qui étaient extrêmement pénibles, des électrochocs de 300 volts. Plus de 60... Et 65% des sujets se sont rendus à la dose maximum, les 450 volts qu'on pouvait infliger, alors que l'acteur qui mimait la souffrance ne bougeait plus à ce moment-là, était comme évanoui en fait. Donc ces expériences-là, les résultats sont bien connus, semblent suggérer une thèse qu'on peut résumer avec les termes d'Hannah Arendt de banalité du mal. Chacun, selon les contextes, serait capable, chacun d'entre nous serait capable d'infliger les pires souffrances aux autres. Et tout, ou presque, de ce que nous faisons est déterminé par le contexte environnant. Vision assez pessimiste des choses. À partir de là, on peut retourner à la question de savoir comment réagir à l'égard du mal. Et peut-être que la première réaction qui semble appropriée, c'est une réaction de fatalisme, de résignation. Le mal est omniprésent, nous sommes tous capables de ce genre de choses. C'est inévitable, à la fois au niveau naturel et au niveau moral, le mal est inévitable. Et c'est dans la nature humaine, il vaut mieux s'y faire. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'avoir une attitude qu'on pourrait qualifier de volontariste, ou une attitude de défi. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est la réaction qui est peut-être la plus spontanée. C'est une réaction qui correspond à des émotions que on a en général à l'égard du mal, des réactions émotionnelles très négatives, d'horreur, de dégoût, mais aussi de colère et d'indignation. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces émotions-là, surtout la colère et l'indignation, peuvent nous mener à l'action. Même si ça peut paraître désespéré et impossible, on va avoir tendance à vouloir faire quelque chose pour contrer le mal, pour empêcher ce genre de situation, pour contrer les gens qui font ce genre de choses. Donc voilà comment se présentent les choses en ce qui concerne la réalité du mal. Dans les 5 dernières minutes, ou peut-être les 2 dernières minutes, je vois déjà le panneau se préparer. Je vais vous parler maintenant de ce qu'on peut conclure à partir des représentations artistiques du mal. J'aurais voulu, mais ça c'est un travail de longue haleine, faire des comparaisons entre différentes représentations du mal. Je pense par exemple aux Enfers de Janusz Bosch ou bien à certains tableaux de Peter Bruegel l'Ancien. Mais venons-en simplement à ce qui est représenté ici dans cette exposition, et en particulier à The Sum of All Evil. Quelles sont les réponses ou pistes de réflexion qui sont suggérées par cette œuvre en ce qui concerne mes 2 questions? Pourquoi le mal et quelle réaction avoir envers du mal? Alors, concernant la question de pourquoi le mal existe-t-il, ce qu'on voit, je crois, dans cet ensemble, ces vitrines,
c'est une énumération de réponses possibles, mais qui sont toutes tournées en ridicule. On cible un certain nombre de coupables possibles, mais sans vraiment que ça soit les bonnes réponses. On suggère que ce ne sont pas les bonnes réponses. On cible Dieu avec ses jambes poilues, son sexe protubérant. C'est pas lui sans doute le coupable. La mort avec ses petits casques, représentés par des petits squelettes casqués ayant 2 petites cornes, c'est sans doute pas la mort non plus la coupable principale ou la coupable. La religion représentée avec beaucoup de crucifixes qui souvent n'ont pas une figure du Christ, mais plutôt un clown accroché dessus. Les multinationales, McDonald's, c'est pas une réponse sérieuse non plus. Les tortionnaires nazis, peut-être, mais il y a trop de réponses en fait. Donc il n'y a pas un coupable qui est ciblé. Et il me semble que la réponse qui est suggérée, ça serait une réponse plus inquiétante. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, si elle est juste, mais la réponse qui est suggérée dans cette œuvre, c'est que, et c'est une thèse qui est plus extrême encore que la thèse de la banalité du mal, c'est que nous sommes tous à la fois des victimes et des tortionnaires, actifs. C'est le mal partout, activement. Et un des points qui me laisse penser que c'est la bonne réponse, selon les frères Chapman, c'est qu'on n'arrive pas bien à distinguer les rôles de tortionnaires et de victimes. J'essaie de le faire en regardant un peu plus près et on voit que ces différents personnages, squelettes, soldats, personnages difformes, mutilés, s'autodétruisent, se mangent parmi, se pourchassent, sans qu'on puisse vraiment déterminer les bons et les mauvais, les 2 rôles. C'est quelque chose aussi qui est confirmé, je crois, par la présence de ces spectateurs inquiétants, les membres du Ku Klux Klan, qui suggèrent, je crois, que le spectateur lui-même aussi fait partie des personnes qu'on pourrait cibler au niveau de la responsabilité, suggère que nous sommes complices aussi de ce mal en le regardant et éventuellement en prenant du plaisir à regarder ces œuvres et ces amas de cadavres. Que conclure par rapport à la réaction que l'on a ou que l'on devrait avoir à l'égard du mal ? Et là, j'avais toutes sortes de points à souligner. La première réaction, j'ai déjà noté, c'est une réaction d'aversion forte, intense, mais ensuite il y a un certain nombre de mécanismes qui viennent modifier cette réaction. D'abord, il y a un effet au niveau de la forme de l'œuvre. Le fait que ce soit des toutes petites figurines, je crois, joue un rôle crucial. Ce qui m'a frappé, c'est que le mal qui est représenté est un mal où il n'est pas clair qu'il y ait la souffrance, vraiment. C'est un mal silencieux, un mal qui n'est pas accompagné d'expression de souffrance, simplement par le fait que les figurines sont trop petites et qu'elles n'ont pas de visage. Elles ne crient pas, elles ne font pas vraiment elles n'ont pas l'air de souffrir. Ensuite, le fourmillement de tous ces personnages suscite de l'intérêt, de la curiosité, qui vient atténuer, modifier notre réaction initiale. J'ai déjà parlé de l'amusement, du ricanement, du rire, de l'ironie. Ça vient de nouveau aussi modifier nos réactions. Alors je ne crois pas qu'on trouve une suggestion au sujet de ce qu'on devrait ressentir dans le cadre de ces œuvres. C'est plutôt une grande question qui est posée par l'œuvre. Que devrait-on ressentir à l'égard du mal ? Pour terminer, ce que j'aimerais dire, c'est qu'une manière de voir cette œuvre, c'est de la voir comme une sorte de microcosme artificiel, une sorte de laboratoire qui nous permet de tester certaines hypothèses au sujet du mal et de tester aussi nos réactions et de se poser des questions par rapport à nos réactions. Et ces réactions complexes qui montrent qu'il y a une distinction, une distance entre le mal réel et le mal représenté, invitent, forcent la réflexion sur la nature du mal et sur les réactions à avoir. Donc je crois que c'est ça qui est vraiment recherché, cette idée de laboratoire où on essaie de tester nos hypothèses, nos théories et nos réactions. Je ne vois plus de panneau, mais je suppose que c'est 0 maintenant.
Est-ce qu'on peut avoir un peu de l'eau pour nos conférenciers? OK. C'est vraiment intéressant et le temps, 15 minutes, c'est vraiment pas beaucoup, hein? Mais peut-être on aura plus de temps pour discuter après. 15 minutes is really, really tight, but hopefully we'll have an opportunity to kind of get into some of the thoughts that each of our speakers are going to bring up. On va passer maintenant à Julia van der Donk, who has a master's in museology and is currently a candidate, PhD candidate at the University of Montreal. Donc, bonjour à tous. J'aimerais commencer par remercier Cheryl Sim et Daniel Fizet de m'avoir offert de disséquer le travail des frères Chapman, qui, par les réactions, les réactions viscérales qu'ils provoquent, se prêtent somme toute plutôt bien à un tel exercice. Je vais entreprendre cette dissection sous l'angle de la controverse et de la censure, des questions que j'explore dans le cadre de mes recherches. Ce sont des phénomènes qui, on l'aura compris, ne sont pas étrangers à Jake et Dinos Chapman. Depuis le début des années 90, le prolifique duo s'emploie à tester les limites de l'acceptable avec des œuvres toutes plus corrosives les unes que les autres. Faisant de l'irrévérence leur tactique de choix, les artistes abordent une vaste gamme de tabous dans leur production. S'y côtoient des représentations sexualisées de figures enfantines, des cadavres clownesques grouillant de verre et des agents des SS zombifiés, pour ne nommer que ceux-ci. Leur goût pour l'horreur et l'ironie se traduit par des mutilations et des mutations corporelles, ainsi que par l'altération d'œuvres préexistantes, dont une série de gravures très célèbres de Goya. Cette esthétique de la limite dépassée, pour reprendre les termes de Paul Arden, opère sous la logique de l'attraction-répulsion. Leur production est traversée de contradictions. Plusieurs symboles familiers sont ainsi détournés, plaçant le spectateur dans une position pour le moins inconfortable. Il va sans dire que leur travail en dérange plus d'un. C'est précisément là où les frères Chapman ont réussi leur pari. Leurs œuvres parviennent à offusquer à peu près tout le monde, des historiens de l'art à la communauté juive, en passant par les suprémacistes blancs. Voilà, le son résonne davantage. Justement, en passant par les suprémacistes blancs, pardon. Ces derniers les accusaient il y a quelques années d'avoir vandalisé les aquarelles originales d'Hitler. En guise de pieds nus supplémentaires, les artistes leur offrent maintenant des Klansmen portant des Birkenstock et des chaussettes arc-en-ciel. Au cours des 20 dernières années, leur travail a bien sûr suscité de nombreuses controverses. Je vais m'attarder aujourd'hui à deux camps particuliers qui permettent de bien saisir les enjeux relatifs à la censure dans le travail des Chapman, mais aussi plus généralement dans l'art contemporain. Il s'agit de l'exposition collective Sensation Young British Artists from the Saatchi Collection, présentée à la Royal Academy de Londres en 1997 et au Brooklyn Museum. Je vois une main. Est-ce que c'est... Pardon? Oui? Oui? Oui, c'est une interprétation des frères Chapman de la figure du Ku Klux Klan, mais bien sûr, on voit que l'uniforme a été modifié avec le sourire et compagnie. C'est une réinterprétation du thème, effectivement. Non, bien sûr, ils ne sont pas liés à ces groupes extrémistes, on l'espère du moins, mais ils se sont inspirés de ces figures-là assez emblématiques finalement du mal, justement, dont on vient de parler, pour les détourner à d'autres fins, finalement, pour se les réapproprier, si on veut. Donc oui, vous aviez tout à fait raison, c'est bien l'inspiration de base. Voilà, donc l'exposition Sensation, comme je disais, qui va servir de premier exemple. Ensuite, je vais traiter brièvement de The End of Fun, qui a été présentée au Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg il y a 1 an et demi. Exposition qui a soulevé l'ire de certains fondamentalistes religieux. Avant d'aller plus en détail dans ces deux cas, je voudrais soulever certaines considérations sur les polémiques en général dans l'art qui m'apparaissent importantes. Sur le plan institutionnel, la controverse peut être à double tranchant. Elle accroît la visibilité des artistes concernés, crée un engouement pour une exposition, mais elle comporte aussi une part de risque non négligeable pour les musées et les galeries qui en sont la cible. Les culture wars américaines, ces conflits idéologiques menés entre libéraux et conservateurs depuis la fin des années 80, en fournissent maints exemples. Voyant ces valeurs menacées par des créations au ton subversif,
la droite chrétienne est entrée en croisade contre un art prétendument obscène et blasphématoire. Il s'ensuivit une longue série de débats publics fortement médiatisés qui ont donné lieu à des sanctions financières pour des institutions et même des accusations criminelles. Tout ça pour la présentation d'œuvres d'art, on le rappelle. Les Chapman ne sont donc pas les premiers artistes à employer une rhétorique du choc. Par exemple, le photographe Robert Mapplethorpe, reconnu surtout pour ses compositions épurées, avait secoué les États-Unis au tournant des années 90 avec une série présentant des pratiques homosexuelles extrêmes frôlant la pornographie, ce qui donna lieu à une énorme controverse qui a duré quand même plusieurs années. Et un autre exemple intéressant, celui de Kara Walker, qui est une artiste afro-américaine qui utilise quant à elle des silhouettes en noir et blanc représentant de manière assez caricaturale des scènes de l'ère esclavagiste des États-Unis. Alors, son travail est perçu comme offensant par plusieurs qui voient la perpétuation de stéréotypes racistes. Une de ses œuvres représentant Obama, accompagné notamment de membres du Ku Klux Klan, dont on vient de parler, a été d'ailleurs censurée à la Newark Public Library en 2012. Donc on voit que la question de la censure, c'est quelque chose de récurrent, qui est très présent, même en Amérique du Nord et surtout aux États-Unis. Dans le travail de Mapplethorpe, comme dans celui de Walker, il y a manifestement une volonté de mettre en lumière des tensions sociales, de donner une visibilité à des segments de la population qui sont d'ordinaire peu ou mal représentés dans le monde de l'art. Les Chapman, de leur côté, n'ont pas de telles aspirations. Ils ne se réclament pas de valeurs ou d'idéaux particuliers, sinon un nihilisme assumé. Ils ont en fait avantage à conserver un certain flou autour de leur position exacte quant aux thèmes qu'ils abordent. Ils court-circuitent ainsi une lecture univoque de leur œuvre. Attribuer à leur production une valeur de critique sociale serait par conséquent faire fausse route. Bien que leur travail évoque les notions de la banalité et de l'universalité du mal, il ne s'agit pas à proprement parler d'une dénonciation. Ils confrontent plutôt les spectateurs à leur propre peur. Les Chapman sont bien conscients de l'aura de polémique qui entoure leur production, mais les artistes insistent sur le fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi leurs œuvres provoquent des réactions aussi vives. À cet égard, Jake Chapman va dire, j'ai une petite citation, mais qui traduit assez bien leur position, il va dire « Shock is symptomatic of a willful stimulation on the part of the victim. The desire to be teased is fortified by the pretense that such dramatic offerings are not solicited. Such melodrama fakes its intensity to raise the ante of the encounter. Moral outrage is libidinal energy negativized, disguised by the vehemence of its own manifestation. » Les artistes prétendent donc qu'il est inutile de s'offusquer devant leurs œuvres car elles ne sont finalement que des objets statiques, pétrifiés et par conséquent inoffensifs. En somme, ceux qui se froissent à la vue de leur création se placeraient volontairement dans une position de victime. Ce serait là un acte quasi masochiste. Une telle réaction est parfois suivie d'une volonté de sanctionner les images qui nous ébranlent. Comme le souligne W.J.T. Mitchell, les œuvres d'art sont régulièrement considérées comme des acteurs à part entière lors de controverses. Ce sont des objets qui exercent un pouvoir sur nous, des agents subversifs qui méritent par conséquent d'être éliminés, du moins selon certains. S'ensuit alors une chaîne de violence. On veut en quelque sorte sévir contre les objets qui sont à l'origine de notre malaise. Les polémiques génèrent souvent un double mouvement. Les œuvres critiquées sont simplifiées à outrance, alors qu'en même temps, on leur confère un pouvoir d'action sans doute beaucoup trop grand. C'est assez paradoxal. Les controverses tentent à aplanir les œuvres, les réduisant à une lecture unidimensionnelle qui écarte de ce fait leur caractère plus difficile. On passe ainsi à côté de véritables enjeux que peuvent soulever des créations en s'attardant uniquement à un symbole religieux, par exemple. Et c'est exactement... Pardon? Oui. Oui, l'entraille est un thème assez récurrent aussi dans leur production. Donc, il y a peut-être un lien avec McDonald's, je ne sais pas trop leur position. Mais oui, les scènes de crucifixion sont assez présentes dans leur travail. Je pense que c'est un motif qu'ils affectionnent particulièrement. Et ça choque plusieurs personnes. D'ailleurs, si on reste dans le thème des motifs religieux, donc j'ai parlé de l'exposition qui s'appelle Sensation Young British Artists from the Saatchi Collection. Donc, c'est une exposition très emblématique de l'art des années 90.
les 122 œuvres réalisées par près de 50 artistes qui étaient présentés. Il faut mettre un extrait représentatif de la collection personnelle du richissime magnat de la publicité anglais et aussi collectionneur aguerri d'art contemporain. Ça va? Charles Saatchi. Donc, celui-ci est considéré comme le responsable de l'émergence des Young British Artists, ou les YBAs, sur la scène des arts visuels. Ce groupe assez hétérogène était composé des frères Chapman, mais aussi de d'autres figures assez colorées, comme Tracey Emin, Damien Hirst ou Mark Quinn, par exemple, qui d'ailleurs été présenté à la DHC il y a quelques années. L'exposition est d'abord présentée en 1997 à la Royal Academy of Art, donc moment de la véritable consécration institutionnelle des YBAs. Bien que l'ensemble des œuvres suscite l'émoi auprès des Londoniens, l'attention des médias et du public se porte plus spécifiquement sur deux. L'une était Myra, un portrait de Myra Hindley, fait à partir d'une mosaïque de photos de mains d'enfants réalisée par l'artiste Marcus Harvey. C'est une image a priori bénigne si on ne connaît pas l'identité de la femme représentée, qui est en fait une meurtrière sadique, devenue célèbre après avoir assassiné des enfants à Manchester dans les années 60. Les minuscules mains prennent alors un tout autre sens pour les visiteurs qui connaissaient pour la plupart la sinistre histoire de Hindley. Et l'œuvre en particulier, le tableau a suscité des vifs élans de haine. Alors, il y a même certaines personnes qui sont allées lancer de l'encre et des œufs sur l'œuvre. L'autre œuvre qui était placée juste à côté, c'était une œuvre des Chapman qui s'appelle Zygotic Acceleration, Biogenetic Desublimated Libidinal Model. Donc, j'aime bien les titres assez longs. Alors, c'est une sculpture de fibres de verre qui consiste en un amalgame de 16 figures anthropomorphes qui sont jointes ensemble. Et donc, ce sont des humanoïdes, on devine juvéniles, qui arborent des perruques, des chaussures de sport, toujours bien identifiées avec des Nike, par exemple, et des organes sexuels à même leur visage. Alors, c'est d'ailleurs cette œuvre qui accompagnait la présentation d'aujourd'hui sur le site web de la DHC pour une référence visuelle, mais il y a une autre version de cette œuvre-là qui est dans la salle juste à côté. Vous avez peut-être l'occasion de la voir. Alors, bien sûr, dans l'exposition, il y a eu une association entre ces deux œuvres qui, en elles-mêmes, pouvaient être un petit peu moins choquantes, mais lorsqu'elles ont été juxtaposées, c'est certain que ça créait un effet assez fort. Donc, les artistes ont été accusés de faire la promotion à la fois de la violence contre les enfants et de la pédophilie. Alors, ce n'était pas des charges minces. Mais l'exposition Sensation, lorsqu'elle a été présentée en 1999, 2 ans plus tard, à Brooklyn, a déclenché une controverse cette fois encore plus grande. Et donc, à ce moment-là, le directeur du musée, Arnold Lehman, voulait insuffler un élan de renouveau à son institution, qui connaissait alors d'importants problèmes financiers, en présentant une exposition de type blockbuster, dont il connaissait pertinemment le potentiel de controverse, ce qui, évidemment, allait donner des recettes importantes par la suite. Du moins, il l'espérait. Cette recherche du choc s'incarne à même les stratégies de communication du musée. Donc, la publicité de l'exposition se présentait comme une mise en garde, ne cachant pas ses ambitions provocatrices. Alors, ça allait comme ça. Ça disait « The content of this exhibition may cause shock, vomiting, confusion, panic, euphoria and anxiety ». Et d'ailleurs, je trouve intéressant de remarquer que la publicité de la DHC pour Come & See utilise un peu une dynamique similaire. Donc, en fait, sur un écran noir, il y a des mots qui viennent se détacher et les mots qui sont prononcés sont les suivants: déstabiliser, provoquer, offusquer, secouer, oser, rire. Donc, on revient un peu dans cette dynamique-là. C'est sûr qu'on est bien au courant, évidemment, du potentiel de choc du travail des Chapman et c'est intéressant de miser avec ça. On ne peut pas l'écarter de toute façon. Et donc, pour en revenir à l'exposition, elle comprenait, comme j'ai mentionné, donc une centaine d'œuvres, dont plusieurs qui étaient considérées comme relativement controversées, y compris des œuvres de Damien Hirst, et son classique Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, qui est son grand requin blanc placé dans un immense contenant de formol, et des œuvres de Mark Quinn faites avec son propre sang, par exemple, et bien sûr les œuvres des Chapmans. Leur série Tragic Anatomies, donc c'est juxtaposition de figures mutantes et sexualisées. Mais cette fois, c'est dans l'exposition, l'œuvre qui attira les foudres des médias a été The Holy Virgin Mary, qui est une œuvre de Chris Ofili, un jeune artiste d'origine nigériane qui venait justement de remporter l'année précédente le prestigieux Turner Prize. Et donc, rapidement, je vois que j'ai peu de temps, mais je vais enchaîner rapidement là-dessus.
Donc, c'est un tableau qui représentait la Madone sous les traits d'une femme noire entourée de découpures de magazines érotiques. Donc, pour vous faire une histoire courte, cette œuvre a déclenché un véritable tollé auprès de la droite, notamment auprès du maire Rudolph Giuliani, qui est d'allégeance républicaine et qui est alors aussi en campagne électorale. Donc, c'est important de le mentionner. Il était en pleine recherche de visibilité médiatique et il a utilisé l'exposition finalement pour atteindre ses fins. Et donc, il a qualifié l'exposition Sensation de sick, disgusting stuff. Et il a même menacé le musée de l'évincer de ses locaux, de lui refuser son financement. Alors, c'était quand même des charges importantes. Il y a même le cardinal de la ville, John O'Connor, la Ligue catholique qui s'est aussi impliquée dans le conflit. Alors, il y avait vraiment plusieurs acteurs qui se sont impliqués là-dedans. Fort heureusement, ce genre de choses risque peu d'arriver à Montréal. Là, on ne s'imagine pas, j'imagine, Denis Coderre venir vouloir censurer l'exposition de la DHC. Du moins, on l'espère. Ça termine en nous, mais je pense qu'on va être chanceux de ce côté. Et voilà, l'œuvre a été vandalisée par des visiteurs et tout ça pour dire que ce genre d'exposition-là, évidemment, attire les foules. L'exposition devient très populaire. Le musée il a trouvé son compte finalement et le collectionneur qui avait présenté ses œuvres. Alors, les œuvres ont presque doublé de valeur quelques années après. Alors, on voit que ce genre de convergence d'intérêts sont des phénomènes très intéressants à analyser. Donc, ils vont aller attirer plusieurs types d'acteurs. Et rapidement, je sais que je n'ai plus de temps, mais je vais juste mentionner mon deuxième cas, dont rapidement, donc les Chapmans, donc ils ont été présentés au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg en 2012 et leur travail a été repéré par certains fondamentalistes religieux orthodoxes qui sont allés donc envoyer plusieurs lettres à la direction et par la suite, le musée a été visité par le prosécuteur de Saint-Pétersbourg. Une enquête a été ouverte par rapport, en fait, en vertu de la loi contre anti-extrémisme. Et finalement, donc, l'enquête n'a pas donné suite, mais on se rend compte finalement à quel point le travail des Chapmans va susciter l'émoi et même impliquer parfois les autorités judiciaires partout où ils vont. Alors, je vous remercie. On change. Merci, merci. On va faire un mini changement de conférencier. We'll just do a little quick changeover and bring Meredith and Harvey up. Merci Christine. Merci Julia. On va enchaîner tout de suite, mais je pense que c'est très bienvenu vos interventions.